Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Je continue donc toujours le cours de thermodynamique 2. Je suis maintenant au dernier chapitre, propriétés des substances pures. Bon, remarque importante sur les substances pures, c'est qu'ils ont un comportement semblable, mais les conditions au point critique et les conditions au point triple varient grandement d'une substance à l'autre. C'est-à-dire que les conditions du point critique et du point triple caractérisent la substance considérée. Bien. Alors, tout ce que l'on doit connaître dans ce chapitre-là, c'est les diagrammes. Tracer des transformations sur les diagrammes. Alors, on va expliquer tout d'abord le diagramme PT. C'est le diagramme que sur cette figure, qui possède donc trois branches de courbes de saturation. La première courbe, elle sépare l'état solide de l'état vapeur. C'est la courbe ici en bas. Il s'arrête au point triple, point ici. La deuxième courbe, c'est la courbe qui part du point triple jusqu'au point critique. Il sépare donc le liquide, l'état liquide de l'état vapeur. Et la troisième courbe, c'est l'une des deux ici, cette courbe-là, cette branche-là, ou bien celle-ci, qui part donc du point triple, qui peut être inclinée ou il s'éloigne de l'axe des pressions. Dans tous les cas, cette branche-là sépare l'état solide de l'état liquide. Bien. Donc, signalant que cette branche-là, c'est pour l'eau, et l'autre branche, c'est pour les autres liquides autres que l'eau. Bien. Donc, voilà, une séparation entre l'état liquide et l'état vapeur, puis une séparation entre l'état solide et l'état vapeur, puis une séparation entre l'état solide et l'état liquide. La traversée de ces courbes de saturation ici, c'est le passage d'un état à un autre. Par exemple, ici, c'est la fusion. On traverse cette branche-là, on passe de l'état liquide, de l'état solide à l'état liquide. Et quand on traverse la branche ici qui est comprise entre les deux états triple et critique, on passe de l'état liquide par exemple à l'état vapeur, c'est la vaporisation, et puis la solidification, bien ainsi de suite. Donc vous avez le vocabulaire ici. Ce qui nous intéresse nous surtout, c'est le passage de l'état liquide à l'état vapeur ou inversement. Bien. Alors, les deux autres diagrammes, c'est le diagramme TV et le diagramme PV. Ces deux diagrammes possèdent une courbe de saturation qui possède un maximum, qui est le point critique. Il sépare donc les trois états liquide, vapeur et mélange. À gauche du point critique, c'est la branche, cette branche-là, on l'appelle liquide saturé. Et la droite au point critique, c'est-à-dire cette branche-là, elle est appelée vapeur saturée. Ici donc c'est la vapeur saturée et là c'est le liquide saturé. Et quand on quand on est dans l'état liquide pur, on appelle cet état liquide comprimé, et ici donc c'est la vapeur surchauffée. Ici donc c'est le mélange ou le mélange saturé, liquide plus vapeur. Bien. Il est clair que ici donc les isothermes sont des droites horizontales et les isochores sont des verticaux, et il reste les isobars. Les isobars ont cette allure là
Donc vous avez une augmentation du volume à pression constante avec l'augmentation de la température. On passe pour l'état liquide, on passe donc par un état de saturation où la température et la pression restent constantes depuis l'état liquide saturé jusqu'à l'état vapeur saturé. Lorsque la dernière goutte de liquide s'évapore, on passe à l'état vapeur surchauffé où la pression augmente en fonction de l'augmentation du volume et de la température. Bien. Alors, ce palier-là, où la pression et la température restent constantes pour le mélange, on les appelle pression. Ici, donc, c'est la température de saturation, ou bien on dit aussi la pression de saturation. Alors, la pression ou la température sont des pressions, des valeurs à saturation, et c'est des grandeurs qui sont liées par une relation. Alors, l'état du mélange peut être caractérisé par le volume, la donnée de volume et de la pression, ou bien de la température, ou bien du titre et de la pression ou de la température. La même chose ici donc, le diagramme PV, nous avons la même courbe approximativement, qui possède le maximum donc au point critique et qui possède les deux branches, le liquide saturé à gauche et la vapeur saturée à droite, le mélange au milieu, liquide comprimé, vapeur surchauffée. On peut tracer les isothermes. Les isothermes donc ont l'allure suivante, c'est-à-dire qu'ils passent toujours par un palier comme la pression ici. Le palier donc c'est la température qui est constante, donc c'est la pression aussi qui est constante. Et puis elle est constante donc lorsqu'on est dans l'état de saturation, c'est-à-dire le mélange liquide plus vapeur. Et vous avez donc l'isotherme critique qui passe par le point C, critique C. Et quelle que soit la température, si cette température est inférieure à TC, on va passer par le palier ici, c'est-à-dire qu'on va être dans un liquide qui va passer par un mélange pour passer par la suite à l'état de vapeur surchauffée. Dans le cas où je passe par des températures supérieures à la température critique, la substance ne peut pas être à l'état liquide. Bien. Donc voilà pour les diagrammes. Les différentes transformations, donc on peut les tracer dans ces diagrammes, isotherme, isobar, isocore, adiabatique, ainsi de suite. Les questions qui sont posées, c'est comme dans toute la thermodynamique, c'est le calcul du travail et de la chaleur. Puis les autres grandeurs se déduisent facilement. Alors, les grandeurs énergétiques que l'on peut calculer sont les grandeurs suivantes. On calcule la chaleur. Vous avez donc, si je suis dans le mélange, si je suis à l'état mélange, j'ai d2q est égal à LVdx, ce qui montre donc que Q, la chaleur échangée, c'est LV x2 moins x1. Si j'intègre, j'obtiens donc la chaleur Q1, Q2 que j'ai oublié d'écrire ici. Alors le travail de W est égal à moins P dV toujours, c'est-à-dire ce que nous avons l'habitude d'écrire pour le travail de compression, pour le travail de la force de pression. Alors W12 est égal à moins P1 facteur de V2 moins V1 pour une transformation finie entre l'état 1 et l'état 2. L'entropie D2S est égal à D2Q sur T
puisque lorsque je suis à l'état mélange, la température est constante, donc c'est LVdx sur T qui donne donc delta S est égal à cette expression-là. La même chose donc pour l'énergie interne, c'est la chaleur que échangée plus la valeur, le travail échangé. Une remarque importante lors des calculs, c'est que nous devons toujours considérer la vapeur comme étant un gaz parfait même à l'état de saturation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque je suis à droite de la courbe de saturation, de la courbe vapeur saturée, la substance dans toute cette zone-là peut être admise comme étant un gaz parfait pour faciliter la tâche. Sinon, normalement, ce n'est pas un gaz parfait, et surtout quand on est proche de la courbe de saturation. Alors qu'ici, on va admettre que c'est un gaz parfait même si la vapeur est une vapeur saturée. Très bien. Donc voilà, exercice. Alors, l'exercice 1. On va chercher l'expression de la chaleur latente L de vaporisation en fonction de la température. Donc on va montrer que L est une, de toute façon expérimentalement, et nous savons que L est une fonction de la température, et c'est une fonction qui décroît avec la température en plus. Donc, et c'est une fonction linéaire de la température, approximativement dans pour toutes le maximum des transformations. Bon, définir la chaleur latente molaire de vaporisation de l'eau. La chaleur latente molaire, donc la chaleur latente, c'est-à-dire il y a changement de phase, d'une mole de vaporisation qui s'évapore, une mole d'eau qui s'évapore. Donc c'est ce qu'on vient d'écrire ici. La chaleur latente molaire de vaporisation de l'eau est la quantité de chaleur nécessaire pour faire passer 18 grammes d'eau, c'est-à-dire une mole, de l'état liquide à l'état vapeur. Voilà donc pour la première question. La deuxième question, c'est que on fait subir à une mole d'eau le cycle des transformations EFGHIJE suivant. Donc on commence de E, F, G, H, I, J, E. Donc ici c'est une transformation cycle, c'est-à-dire l'état initial est égal à l'état final. Alors les volumes molaires de l'eau liquide respectivement température T et T'. Alors ici T c'est la température ici du palier IJ. C'est suivant l'isotherme T. Et l'isotherme T' est associé au palier GF. Alors, à cette température-là, les volumes molaires à l'état liquide sont notés VF et V'F. V' pour T' et VF pour T, je veux dire. Puis VG et V'G, c'est les volumes molaires de la vapeur saturée. Donc vous avez V'G pour T' et Vg pour T ici. Bien. Donc on négligera les volumes molaires de l'état liquide face au volume molaire de l'état vapeur. On admettra de plus que la dilatation ou la compression isotherme des liquides s'effectue sans échange de chaleur avec le milieu extérieur. Bien. Les capacités calorifiques molaires CP et CPG, capacités calorifiques molaires respectivement des phases liquide et vapeur.
Donc ici c'est Cp c'est pour liquide et Cpg c'est pour la vapeur. Sont considérées comme indépendantes de la température. On indique que Cp est supérieur à Cpg. Bien. La vapeur d'eau est assimilée à un gaz parfait, même à l'état de saturation. Ça, je viens de le dire. Alors, représentez le cycle étudié ici sur le diagramme des phases en coordonnées pt. Donc, on doit représenter le cycle en coordonnées sur le diagramme de coordonnées pt. Nous savons que le diagramme pt se compose donc de 3 branches de courbe. La branche séparant l'état solide de l'état vapeur, la branche séparant l'état solide de l'état liquide et la branche séparant l'état liquide et l'état solide, et l'état vapeur, je veux dire. Et je sais que mon cycle est situé autour de cette branche-là, parce que je passe de l'état vapeur surchauffé à l'état liquide comprimé et inversement. Bien. Donc, voilà. Donc le cycle c'est quoi? Le cycle ça commence de l'état vapeur surchauffé, c'est E. Donc je viens à la vapeur surchauffée et je mets le point E. Et puis donc j'effectue une transformation je pense de E. Donc c'est isotherme jusqu'à H. Je fais une transformation isotherme jusqu'à F parce que en passant E, F, G, le palier FG, le point ici, et puis la deuxième transformation, c'est une transformation donc isotherme de E jusqu'à G. Puis c'est une transformation isobare jusqu'à H. Une transformation isobare jusqu'à H. Donc isobare de F jusqu'à H. C'est ici. Puis une transformation isotherme jusqu'à IJ. HIJ. Donc c'est ce point-là de saturation. C'est IJ. Et puis une transformation isobare jusqu'à E pour revenir à l'état initial. Et j'ai alors le tracé du cycle ici. Troisième question. Alors on appelle L et L' les chaleurs molaires de vaporisation respectivement aux températures T et T'. Donc L c'est pour T et L' c'est pour T'. Appliquez le premier principe de la thermodynamique au cycle considéré et déterminer l'expression de la différence L moins L' en fonction des grandeurs suivantes. En déduire que la chaleur latente de vaporisation s'exprime à l'aide de la relation suivante ici. Bien. Appliquer le premier principe de la thermodynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dire, on va calculer le travail et la chaleur échangés au cours des différentes transformations du cycle. Et puis, on va dire que la somme des travaux est égale à la somme des chaleurs. Très bien. Alors, nous avons donc, pour toute transformation isotherme d'un gaz parfait, delta U est égal à 0, qui va nous donner donc que W entre E et F est égal à moins Q entre E et F. Et puis de l'état E, de l'état F jusqu'à G, j'ai delta U FG est égal à WFG plus QFG. WFG est égal à l'expression suivante qui donne donc P'V'G et QFG est égal à moins L'. La même chose donc pour l'isobare GH. Entre GH, c'est une transformation isobare. Donc nous avons toujours delta U égale
et que nous avons W qui est égal approximativement à 0 parce que le liquide sont quasi incompressibles. Et pour la chaleur échangée, c'est Cp facteur de T moins T'. Pour l'isotherme de H à I, nous avons cette relation-là. Puis pour le changement d'état de I à J, nous allons obtenir alors pour W, c'est moins PVG, et pour la chaleur, est égal à L. Pour les isobars restants de J à E, nous avons donc le travail échangé donné par la relation suivante et la chaleur échangée est donnée par la relation suivante. Bien. Alors maintenant, donc la somme des énergies internes ou bien la somme des travaux et des chaleurs est égale à 0. D'après la loi des gaz parfaits pour n égale à 1 mol, on a L moins L' plus RT' moins RT plus RT et plus T, donc on obtient est égal à 0. C'est-à-dire on a traduit cette relation-là à cette relation. Ce qui donne alors que L moins L' est égal à ce rapport, est égal donc à ce produit, je veux dire, soit L est égal à L' plus ce terme. Et par comparaison avec la relation suivante, on obtient donc L0, c'est cette expression-là, et A, c'est la différence de CP. Bien. Voilà donc pour cet exercice. C'est un exercice très simple. Alors, l'exercice suivant, calculer la chaleur échangée au cours d'une transformation, au cours d'une vaporisation ou d'une liquéfaction. Alors, soit le diagramme suivant, on admet qu'une transformation s'effectue entre 0 et l'état 4, entre l'état liquide comprimé et l'état vapeur surchauffé. Donc on passe du liquide comprimé au liquide saturé, c'est l'état 1, puis à l'état 2 où on a un titre X2, et puis on passe par l'état 3, c'est vapeur saturée, et on passe de 3 à 4, c'est la vapeur surchauffée. On admet que LV, c'est la chaleur latente de vaporisation entre l'état 1 et l'état 3, et X2 sur le titre au point 2, et VG c'est le volume de la phase vapeur la phase vapeur saturée du fluide. Alors, première question, bien je pense, oui, on a deux questions. La première question, calculer chaleur et travaux échangés, c'est-à-dire ces grandeurs-là entre les différentes situations. On utilise donc D de Q est égal à C dt. C, c'est la chaleur spécifique des liquides. Elle est notée C parce qu'on ne sait pas mettre ni Cp ni Cv pour les liquides. D de Q est égal à LV dx entre l'état 1 et l'état 2 en passant par l'état 2 et l'état 3. Et pour les mélanges, pour les mélanges on utilise cette chaleur, et pour les travaux on utilise la relation suivante. Donc Q12 c'est C facteur de T1 moins T0. Q12 c'est LVX2 parce que x1 égale 0. Q23 c'est cette intégrale qui donne ce résultat.
parce que en 3, vous avez le titre est égal à 1. Q3 2 est égal à moins Q de 3 est égal à LV facteur du terme. Q de 1 est égal à moins Q1 2 est égal au résultat suivant. Q3 4 est égal à CP facteur de T4 moins T3. Alors maintenant pour les travaux entre 0 et 1 c'est 0, l'incompressibilité des liquides. W12 c'est moins P1 VG, ainsi de suite. Donc on sait retrouver ces relations là. Calculer les variations d'entropie. Donc les transformations sont réversibles, donc les variations d'entropie sont l'entropie échangée. Donc quand c'est isotherme, je divise par la température, la chaleur par la température. Quand ce n'est pas isotherme, je divise par la température finale. Et j'obtiens donc les résultats. Non, quand ce n'est pas isotherme, je divise, j'intègre CP ou la CV, ainsi de suite, et j'obtiens donc les grandeurs suivantes parce que les transformations sont réversibles. Bien, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.